L'ocytocine est-elle la médecine de la nature? La réponse est oui. Non seulement l'ocytocine régule le nerf vague, qui régule tout, mais elle régule aussi les mitochondries, qui nous donnent de l'énergie. La plupart des molécules présentes dans l'organisme peuvent être éliminées ou alors ne sont pas présentes naturellement. Ce n'est pas le cas de l'ocytocine. Il est rare qu'il soit vraiment très bas, sauf chez les personnes souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Et actuellement, nous constatons aussi cela dans d'autres troubles qui se caractérisent par une socialité anormale ou atypique. Son véritable talent est de permettre à notre corps de répondre au stress de façon adaptative et adaptée. Dans de nombreux cas, c'est probablement la substance chimique la plus importante dans le corps des mammifères. Bonjour et bienvenue, je suis ici à Potsdam pour le Congrès Polyvagal 2024 et j'ai le plaisir d'accueillir le Dr Sue Carter. Bienvenue Sue. Merci Florence. Merci d'avoir accepté que nous passions ce petit moment ensemble à échanger sur votre travail, ce que vous faites depuis toutes ces années et nous allons peut-être pouvoir faire un lien avec la théorie polyvagale. Alors, en quoi consiste ce travail que vous faites au sujet de l'amour et des hormones? Eh bien, probablement que la façon la plus logique d'en parler serait de revenir 50 ans en arrière et de dire que j'ai commencé par étudier l'endocrinologie des comportements reproductifs. À l'époque, nous pensions que les hormones stéroïdiennes, comme les œstrogènes ou les androgènes, étaient la solution. Et ensuite, vers 1980, notre premier fils, Eric, est né. Et j'ai alors vécu ce que beaucoup de femmes qui ont eu des enfants vivent, c'est-à-dire une transformation tout à fait particulière. Je n'y étais absolument pas préparée, j'étais très occupée et d'ailleurs, même si je ne l'avais pas été, je n'aurais même pas su où trouver des informations. Donc, nous nous sommes débrouillés, Eric et moi, pendant l'accouchement. Steve était présent, il était assez effrayé. Vous parlez ici du docteur Stephen Porges. Oui, Steve Porges, le père d'Eric Porges. Et à l'époque, j'avais demandé qu'il n'y ait aucune intervention. Je ne voulais pas d'hormones, pas de médicaments. Je ne voulais pas qu'on me fasse quoi que ce soit parce que je suis biologiste et je considère en quelque sorte comme un acte de foi, cette confiance dans le fait que la biologie ait réussi à permettre aux femmes d'avoir des bébés, et cela depuis toujours, aussi longtemps qu'il y a eu des mammifères. Eh bien, l'accouchement a été intéressant, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais j'ai réussi à éviter la plupart des interventions, à l'exception du fait que l'on m'a administré une hormone appelée ocytocine. Le nom du médicament est pitocine ou syntocine ou syntocinon. Cette substance était censée accélérer le travail. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Qui sait? Mais ça a été extrêmement traumatisant, pas tant l'hormone en elle-même, mais plutôt parce que j'ai voulu savoir ce qui était arrivé à mon bébé en lien avec le fait qu'on m'avait administré à moi ce produit. Si on avance de 44 ans, presque jour pour jour, j'étudie encore à ce jour l'ocytocine. Je suis devenue dans une certaine mesure liée à cette molécule, obsédée par elle.
On ne savait pratiquement rien à son sujet quand j'ai commencé, à l'exception de quelques informations sur les effets de l'ocytocine sur l'utérus pendant l'accouchement et sur les glandes mammaires pendant l'allaitement. Donc, je me suis alors embarquée très lentement au départ dans cette espèce de croisade pour découvrir ce qui se passait. Et comme à ce moment-là, les recherches n'avaient pas encore été menées, je ne pouvais pas simplement aller à la bibliothèque et trouver la réponse. J'ai donc commencé à créer des modèles animaux, à étudier les humains. J'ai trouvé des femmes en état de lactation et je les ai comparées à des femmes en train de donner le sein à leur bébé pour voir ce qui se passait, parce que nous savions déjà que l'ocytocine était essentielle et qu'une chose pour laquelle elle était essentielle, c'était l'éjection du lait. C'est-à-dire que l'ocytocine ne crée pas le lait, mais elle le délivre au bébé. D'ailleurs, il y a un biologiste anglais très célèbre appelé Roger Schwartz qui a dit « La prolactine met la table et l'ocytocine sert le repas ». C'est à peu près tout ce que nous savions sur la lactation en 1980. Il y avait bien quelques études animales, mais personne ne se posait de questions. Dès que je suis allée à la bibliothèque, après avoir inscrit les enfants à l'école maternelle, j'ai eu le temps de vraiment creuser. Il n'y avait rien. Je n'ai rien trouvé et il n'y avait rien de valable. Alors, me voilà toutes ces années plus tard, et ce que j'ai découvert, avec l'aide d'environ 30 000 autres personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à cette littérature, c'est que l'ocytocine est impliquée dans tout, et en particulier dans tout ce qui est affecté par le nerf vague. Et nous, ni le docteur Porges ni moi n'avions la moindre idée que nous étudions en réalité la même chose. J'étudiais le comportement social, l'ocytocine s'est avérée très importante dans ce domaine et bien sûr le nerf vague joue un rôle majeur dans notre capacité à nous servir d'environnements sociaux sûrs et sécurisants pour nous rétablir, guérir et avoir des interactions sociales. Et que devrions-nous savoir sur l'ocytocine? Quel est le cœur de cette molécule que les gens ne connaissent pas vraiment? Eh bien, beaucoup de choses à son sujet ne sont pas très connues. Je parle beaucoup aux médecins, j'ai enseigné à plusieurs reprises à la faculté de médecine de l'Université de l'Illinois et c'est une excellente question. Comment présenter la quintessence de ce que fait l'ocytocine? J'ai écrit un article très long à ce sujet, accessible en ligne, et qui s'intitule « L'ocytocine est-elle la médecine de la nature ?» La réponse est oui. C'est l'élément chimique qui nous lie à notre corps et aux autres. Et sur le plan du comportement, l'ocytocine nous aide à nous engager dans ce qui pourrait être très effrayant sans avoir peur. Elle nous permet de nous engager dans quelque chose que Steve a nommé l'immobilité sans peur. Pour un mammifère, l'immobilité peut être très dangereuse. Rester immobile, même rester immobile avec un bébé, c'est risqué. Mais ce qui m'a étonnée, et n'oubliez pas que nous parlons ici d'un voyage qui a duré 44 ans déjà, ce qui m'a étonnée, c'est la quantité d'aspects de la biologie, de la cellule jusqu'à la société, en passant par le comportement social, qui sont profondément influencés par cette molécule. Elle ne joue pas un rôle mineur. Dans de nombreux cas, c'est probablement la substance chimique la plus importante dans le corps des mammifères. Nous sommes différents de nos ancêtres reptiliens
Parce que nous avons l'ocytocine. C'est elle qui nous a permis d'accoucher. Nous avons un vrai problème, les mammifères ont un vrai problème, c'est notre cerveau. Il nous gêne, il doit être recouvert d'une structure osseuse qu'on appelle un crâne, et même pour les bébés, les têtes des bébés sont trop grosses. Si vous avez déjà vu une photo d'un col de l'utérus, ou si vous l'avez vu en vrai, vous savez que c'est une ouverture très petite. Et quand je pense à la tête de mon premier fils, c'était impossible qu'il puisse naître. Ça ne pouvait pas se produire. Avec le recul, je me dis que c'est de la folie, si quelqu'un m'avait dit ça. Bon, donc cela, on le savait, on ne savait pas comment ça se passe, car nous ne comprenons toujours pas comment se fait l'accouchement, mais ce qu'on savait était centré sur la reproduction féminine et le rôle très important de l'ocytocine dans cette histoire-là. Et pour cette raison, des gens, je ne sais pas exactement qui, mais ce n'étaient pas des femmes, des gens ont décidé que l'ocytocine n'avait pas une importance plus générale. C'était juste une sorte d'hormone de niche avec une gamme très étroite de fonctions. Et cela, comme je l'ai dit, nous pouvons maintenant affirmer sans équivoque que c'était complètement faux. Non seulement l'ocytocine régule le nerf vague, qui régule tout, mais elle régule aussi les mitochondries qui nous donnent de l'énergie, elle régule le microbiote dont nous savons aujourd'hui qu'il joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être. L'ocytocine régule également le dépôt osseux. Elle régule aussi les muscles. Les souris chez lesquelles on crée une mutation génétique du point de vue de l'ocytocine n'ont pas des muscles normaux. Elles souffrent d'ostéoporose, c'est-à-dire qu'elles ont des os fragiles, et leur cerveau ne fonctionne pas très bien non plus. Tous les tissus sont affectés. Et qu'est-ce qui peut causer le manque ou l'absence d'ocytocine chez l'être humain, principalement? La question très importante qui se pose est de savoir pourquoi certaines personnes n'ont pas... Alors, personne n'a aucune ocytocine du tout. Il n'existe en fait aucune preuve de l'existence d'un être humain vivant qui ne possède pas d'ocytocine. Et il n'existe aucun modèle animal naturel où cette molécule n'est pas présente. Elle est donc essentielle et ce n'est pas normal en fait. La plupart des molécules présentes dans l'organisme peuvent être éliminées ou alors ne sont pas présentes naturellement. Ce n'est pas le cas de l'ocytocine. L'ocytocine est par conséquent cruciale, mais la grande question que vous posez et à laquelle personne ne peut répondre complètement est de savoir ce qui se passe si le degré d'ocytocine est très faible, si elle n'est pas présente dans les quantités dont l'organisme a besoin pour remplir pleinement ses fonctions. Jusqu'à présent, la réponse a été, et franchement, cela m'a quelque peu étonnée, que le comportement social est anormal si les quantités d'ocytocine sont insuffisantes. Le corps vieillit plus rapidement, le système immunitaire ne fonctionne pas correctement car l'ocytocine fait partie, en fait, d'un système immunitaire en bonne santé. Les taux d'ocytocine les plus bas que nous ayons pu mesurer étaient ceux de personnes souffrant de stress post-traumatique, d'un trouble de stress post-traumatique. Et ces taux représentaient environ la moitié du taux normal dans cette étude. D'ailleurs, nous avons publié cette étude en 2024 et elle est accessible en accès libre. Si vous utilisez les mots-clés Carter et stress post-traumatique, vous trouverez cet article sur Internet. Ce qui est passionnant à ce sujet, c'est que déjà, nous nous en doutions plus ou moins, mais je n'avais jamais vu un groupe entier de personnes qui présentaient des taux aussi bas. Ce qu'on voit si on fait des analyses de sang ou de salive, par exemple, chez l'humain, ce sont des taux d'ocytocine extrêmement variables, mais il est rare qu'ils soient vraiment très bas.
justement, sauf chez les personnes souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Et actuellement, nous constatons aussi cela dans d'autres troubles qui se caractérisent par une socialité anormale ou atypique. Le taux d'ocytocine n'est pas toujours faible chez les personnes qui ont des problèmes. Et je pense que c'est parce que le corps essaye de compenser. Et en fait, ce taux peut même être assez élevé lorsque le corps est soumis à un stress aigu. Le TSPT est un trouble chronique, mais le stress aigu relève d'une biologie totalement différente. Et les personnes en bonne santé réagissent à l'activité physique, à l'accouchement, au comportement sexuel, à toutes sortes d'événements générateurs de stress par des augmentations d'ocytocine qui sont là, à mes yeux, pour nous permettre de nous adapter, pour préparer le reste de notre corps, pour nous aider à avoir suffisamment de calcium pour fabriquer des os sains après la naissance d'un bébé, par exemple, ou pour que nous puissions allaiter le bébé, ou simplement soutenir le système immunitaire. C'est donc assez miraculeux, en fait, comme substance. Et cela a-t-il un sens de prendre des compléments contenant de l'ocytocine, comme de l'ocytocine synthétique, ou serait-ce absurde? Eh bien, l'article que j'ai écrit dans la revue qui s'appelle Pharmacological Reviews pose justement cette question. C'est un article qui date de 2020 et j'y ai passé en revue les études qui s'étaient penchées sur les effets d'un apport supplémentaire d'ocytocine extérieure. Je dirais qu'à court terme, cela peut avoir certains avantages, mais à très court terme. À long terme, cela dépend de la personne et du contexte. C'est compliqué parce que l'ocytocine ne fonctionne pas seule. Elle fait partie d'un système. Et ce système comprend une autre hormone qui est également très ancienne et qui est très semblable à l'ocytocine, mais dont les effets sont presque diamétralement opposés. Il s'agit là de la vasopressine. Elle fait partie de l'axe du stress. Donc, l'ocytocine peut intervenir et neutraliser les réponses de stress. Mais quand on essaie de l'administrer sous forme de médicaments, jusqu'à présent, cela n'a pas donné de très bons résultats. On a essayé de l'utiliser dans le traitement de l'autisme, ce qui a permis chez certaines personnes d'obtenir une amélioration transitoire. Il existe une grande étude, une grande méta-analyse qui a passé en revue les études impliquant de l'ocytocine exogène, c'est-à-dire ajoutée de l'extérieur. Et cette méta-analyse affirme qu'aucune de ces études n'a été suffisamment bien réalisée pour que l'on puisse être sûr de leurs résultats. Et le gros problème, c'est que la nature compense. Ainsi, si je donne à quelqu'un une très grande quantité d'ocytocine, son système en reçoit plus qu'il ne peut en tolérer. Et ce qui se passera alors, c'est que le récepteur de l'ocytocine diminuera sa réceptivité. Si vous n'arrêtez pas de lui en donner toujours plus, le corps se dit « Bon, de toute évidence, j'en ai assez, je vais juste diminuer la quantité que je laisse entrer ». Il est donc préférable de trouver une intervention qui nous aide nous-mêmes à créer naturellement de l'ocytocine. Oui, c'est essentiel. En général, on dit que l'ocytocine est sécrétée quand on prend quelqu'un dans les bras, qu'on se fait un câlin. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, concernant les câlins, ce genre de discussion a été lancé sur Internet il y a une vingtaine d'années par un économiste qui n'était pas très sophistiqué. Et le problème, c'est que si vous vous approchez de quelqu'un et que vous le prenez dans les bras, vous avez intérêt à vous préparer à ce qui pourrait arriver ensuite et qui n'est peut-être pas ce que vous recherchiez. Mais si ça se passe dans un contexte sûr,
Le contact physique est en effet un moyen, mais en soi, ce n'est pas le moyen le plus puissant de libérer de l'ocytocine. Nous sommes à la recherche des meilleures réponses par rapport à ça. Les bébés sont très aidants. Si vous avez un bébé ou accès à un enfant assez petit, ce sont d'excellents moyens de générer une sécrétion d'ocytocine chez les hommes comme chez les femmes. D'ailleurs, ce n'est pas une hormone réservée aux femmes, j'aurais dû le mentionner. Elle est très abondante chez la plupart des hommes dont les niveaux sont à peu près les mêmes que ceux des femmes. Mais les récepteurs sont différents. Et l'autre aspect, c'est que les hommes et les femmes travaillent avec une chimie de fond différente. Ainsi, la vasopressine, cette hormone dont j'ai dit qu'elle faisait partie de la réponse de stress, dépend des androgènes. Les hommes en ont davantage sous l'effet du stress. C'est une hormone dangereuse et l'ocytocine lutte contre elle, on pourrait dire, pour essayer de s'adapter. Mais en réalité, le moyen le plus adapté et rapide de sécréter de l'ocytocine, c'est l'activité physique, une activité physique intense. Mais cela ne vous donnera qu'une sécrétion aiguë, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de rester longtemps à ce niveau-là qu'on appelle VO2 max et qui est un niveau très élevé. Donc, nous sommes en quête de la réponse à cette question et mon opinion personnelle, basée sur le peu que nous savons actuellement, est que stimuler le nerf vague de manière saine est l'une des meilleures choses que l'on puisse faire. Mais le nerf vague, exactement comme ces deux molécules, est extrêmement adaptatif. Donc, on ne peut pas, dans un sens, on ne peut pas tromper Mère Nature. Ce qu'il faut faire, c'est voir les choses dans leur contexte et non seulement dans le contexte d'un environnement soit sûr, soit menaçant, soit effrayant, mais aussi dans le contexte du temps. Or, la plupart des recherches, nous avons très peu d'argent pour ce genre de travail, la plupart des recherches sont effectuées sur une base ponctuelle. On étudie le taux d'ocytocine du jour. Mais la vérité, c'est que ce que l'ocytocine fait le mieux, c'est de maintenir une bonne santé chronique. Elle sait aussi très bien créer des impulsions pour la lactation et l'accouchement, mais son véritable talent est de permettre à notre corps de répondre au stress de façon adaptative et adaptée. Le stress génère donc une sécrétion d'ocytocine. C'est pour cela que si vous cherchez sur Internet, la majorité de ce que vous trouverez ne sera pas utile. Je peux vous recommander ces articles scientifiques très détaillés que j'ai écrits et qui sont en libre accès, mais pour répondre à la question en quelques mots, essayez de maintenir un environnement sûr. Utilisez n'importe quelle astuce que le corps accepte. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est le tromper avec des drogues ou de l'alcool, car dans les deux cas, vous obtiendrez des augmentations momentanées, mais qui ne pourront pas être maintenues. Par exemple, une substance très populaire en ce moment, c'est l'ecstasy ou la MDMA. Eh bien, cette drogue provoque une magnifique augmentation d'ocytocine qui dure quelques heures, mais elle épuise les réserves d'ocytocine du corps. Donc, les gens décrivent une sorte de gueule de bois après avoir consommé cette drogue. Et s'ils essayent d'y remédier en consommant plus de MDMA, c'est comme pour l'alcool. Ce qui se passe alors, c'est que cela endommage le corps. Donc, une petite quantité de pratiquement n'importe quelle substance très puissante peut générer une sécrétion d'ocytocine. Mais nous ne sommes pas intéressés par quelque chose qui ne va durer que quelques heures. La plupart d'entre nous veulent
veulent des bénéfices à long terme. Et c'est là que nous sommes forcés d'étudier la physiologie ou forcés de comprendre le système nerveux autonome. Le docteur Porges a découvert, enfin pas découvert, mais il a conçu une intervention musicale absolument exceptionnelle, une intervention sonore qui imite les propres signaux du corps pour nous permettre d'obtenir ce que je considère être très proche d'un signal d'ocytocine pure. Et nous sommes actuellement en train de tester cette intervention. C'est une chose de l'affirmer, mais c'en est une autre de démontrer que c'est vrai et que ça fonctionne. Voilà le chemin que nous prenons maintenant. Il y a donc beaucoup à découvrir. Vous avez découvert beaucoup de choses et il reste encore beaucoup à découvrir et à comprendre pour nous aider à être des êtres humains plus sains et plus sûrs, et peut-être aussi des êtres humains plus en lien. Oui, absolument. Merci, Sue Carter. Est-ce que vous aimeriez encore partager quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, quelque chose qui vous tient à cœur en tant que personne? Il est essentiel de comprendre que nous sommes biologiques et de ne pas nous blâmer pour ce que nous ressentons. Je pense que le message le plus important, c'est que si nous respectons et avec le temps commençons à comprendre comment le corps parvient à être en bonne santé, nous pouvons l'aider dans ce sens. Nous ne pouvons pas en faire une obsession pour nous sentir bien à tout prix. Par exemple, je ne suis pas convaincue par la plupart des choses qui sont préconisées actuellement, comme les régimes spéciaux, ceci ou cela. La majorité de ces choses ne sont pas aussi puissantes que ce que le corps peut faire pour lui-même s'il se sent en sécurité. Un très, très grand merci. Avec plaisir. Ce fut un réel plaisir d'être avec vous. Merci. Merci à vous.